Ok, alors aujourd'hui, tour d'horizon complet de l'industrie pour adultes. Du coup, on va parler des opportunités, des chiffres, des acteurs. Et pour cela, on est hyper heureux d'accueillir Manoa. Je pense que tu vas pouvoir te présenter tout à l'heure ainsi que tes différentes activités. Mais avant de rentrer directement dans qui est Manoa et ce qu'il fait, j'allais vous poser quelques questions et vous donner quelques datas, ne serait-ce que pour immerger les auditeurs sur cette industrie qui est un peu nébuleuse. Alors, est-ce que tu te souviens, Alex, lors de notre podcast sur Reddit, je Ouais, t'avais dit que le troisième site le plus visité des États-Unis, c'était Reddit. ouais. Et je t'avais dit que Pornhub était le sixième site le plus visité des États-Unis. Ouais, je vais faire un petit zoom sur Pornhub parce que j'ai appris des trucs intéressants dessus. Et je me suis dit que c'était le sujet de la vidéo, donc autant partager ça. Donc, première question, à votre avis, il y a combien de trafic mensuel sur Pornhub? Moi, j'aurais dit, bas mot comme ça, j'aurais dit. On parle en visiteur unique là, hein. Aucune idée. Moi, je te parle en visiteur mensuel. Bah, du coup, ça change le truc, mais disons en nombre de visiteurs mensuels, je dirais au moins 300 ou 400 millions de mecs qui reviennent plusieurs fois, hein. Au moins entre 3 et Manoa? 400 millions de mecs. Moi, je vais être un petit peu courageux là-dessus. Moi, je dirais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit milliard de visites mensuelles. 3 milliards de visites par mois. Ouais, voilà. Juste sur Pornhub, hein. Voilà, ça Pas m'étonne pas. sur, Ça m'étonne pas. pas sur les sites de streaming, juste Mm, sur Pornhub. Ce qui est assez dingue. Et du coup, pour la petite histoire, euh, bon, encore une fois, je fais un petit zoom sur Pornhub, mais c'est une boîte qui a été créée en 2007 par deux mecs qui s'appellent Matt Kaiser et Ferras Hunton. Donc, ce qui est incroyable, c'est que les deux mecs, vous pouvez aller chercher sur LinkedIn, et pas une seule fois, ils mentionnent cette petite aventure-là. D'ailleurs, chose assez rigolote, Mike Kaiser est maintenant a bouffé tous les livres d'investissement en start-up qui existent, et il a développé une sorte de galaxie de tech qu'il a racheté, et maintenant qui est valorisé plusieurs milliards et qui génère plusieurs centaines de millions d'EBITDA tous les ans. Très intéressant et qui maintenant fait un peu le philosophe sur LinkedIn. Mais bon, bref, ça a été créé par ces deux gaillards et ça a été revendu en 2010 à Monwin qui s'appelle maintenant MindGeek pour 130 millions. Et le petit truc rigolo, c'est que le groupe, du coup, MindGeek, a vendu ses parts pour 77 millions en 2023. C'était passé un peu inaperçu. Et devinez, donc ils l'ont vendu à une private equity. Devinez le nom de cette private equity. Vous pouvez dire Dis-nous. que vous ne savez pas en soi. Le, Dis-nous, le dis-nous. nom, Voilà. c'est Ethical Capital Partners. Oui, Donc, oui, bah, ça m'étonne pas. assez dingue. Et devinez combien d'entreprises ils possèdent. Dans combien d'entreprises ils ont investi? Au moins une centaine, je pense. Si c'est un gros truc de private equity, il y en a entre 70 et 100. Il a plus d'expérience que moi, donc je vais me fier à son instinct. Une seule. Ouais, bah oui, oui, Ils ont c'est investi, logique. donc Ethical Capital Partners ont investi uniquement dans Pornhub. En fait, ils n'ont pas juste investi dans Pornhub, ils ont racheté le groupe MindGeek, qu'ils ont, d'ailleurs, ils ont changé le nom, maintenant il s'appelle Hilo. Mais bon, j'ai trouvé ça très, très rigolo. Donc en fait, ils ont Faudrait créé. voir qui détient. Faudrait voir qui détient ça. Ouais, ouais, bah justement, en fait, j'ai creusé un peu, j'ai vu des trucs glauques. Il est en session de divorce avec sa femme qui n'en peut plus de l'industrie de son mari, bref, un truc assez dingue. Et en fait, ils ont racheté le groupe MindGeek entier, enfin, ils sont en train de le renommer. Enfin bref, tout ça c'était pour la petite histoire sur Pornhub. Maintenant, si je dézoome un peu, le marché mondial du divertissement pour adultes, il est à 47 milliards. Ce qui est fou, c'est qu'il est en croissance, une croissance annuelle attendue de 7,12%. Et les personnes, les experts, les analystes, ou que sais-je, pensent que ça va atteindre les 72 milliards d'ici 2027. Et je parle bien juste du divertissement pour adultes, là. Je ne parle pas de tout ce qui est com et compagnie. Et en fait, moi, ce qui me fascine lorsque j'ai vu tous ces chiffres-là, euh, je m'intéresse beaucoup à l'évolution des tendances, donc notamment au niveau que ce soit des communautés Reddit qui se forment, que ce soit des tendances sur LinkedIn, sur Google, sur les hashtags TikTok, Instagram et compagnie. Et en fait, ce dont je me rends compte,
et je suis très curieux d'avoir ton avis, Manoa, sur ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une détabouisation du X, ou du contenu pour adultes en règle générale, parce qu'il y a 5 à 10 ans, je sais pas, j'ai l'impression que ça paraissait impensable de faire du OnlyFans. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait sourire, mais c'est ok, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des petites blagues qui s'échangent, et encore, ça dépend l'endroit où on se situe, le pays où on se situe, ou la ville où on se situe, ou le groupe dans lequel on navigue. Mais bon, c'est admis, quoi. C'est admis. Et limite, c'est devenu cool de lancer des business là-dedans. Lorsqu'il y a eu la vague d'Internet et tout, il y a pas mal de personnes qui ont réussi à faire leur petite fortune à l'intérieur, mais il n'empêche que c'est pas quelque chose depuis les 5-10 dernières années qui était admis, quoi. Enfin, peut-être que je me trompe, peut-être que je dis des bêtises. Alex, tu me diras, je pense que tu as plus de maturité business et Emmanuel, tu étais dedans, donc peut-être que je dis des bêtises, mais déjà, c'est un premier point qui m'a marqué. Et puis, non seulement ça admis, mais c'est ultra lucratif. J'ai vu qu'il y avait, alors tu dois connaître une dame qui s'appelle Amourante, Oui, bien sûr. qui a généré 50 millions de dollars juste avec sa plateforme OnlyFans. 50 000, juste avec sa plateforme OnlyFans, mec. Et c'est une solopreneuse. Alors forcément, maintenant, elle a développé tout ce qui est AI Agent et compagnie, mais c'est une solopreneuse, la meuf. Et on parle de cash flow, on parle pas de valorisation. Solo. C'est assez ouf. Donc, pour en finir avec cette introduction interminable, non seulement il y a une évolution des mœurs, euh, non seulement il y a une évolution des technos, et en fait, c'est en train d'entraîner une sorte de diversification de l'industrie où il n'y a plus juste du streaming, du YouTube pornographique qui arrive, mais il y a tout un tas de business ultra divers qui sont en train de se développer. iGirlfriend, OnlyFans, même des trucs VR avec le développement du métaverse et compagnie. On a le marché, donc AI adulte, iGirlfriend, iBoyfriend aussi, qui est en train de vachement se développer. Et justement, chose intéressante, c'est que les femmes commencent vachement à s'ouvrir à ce marché. Alors, avant, il y avait un truc qui était très tabou, mais aujourd'hui, elles s'ouvrent même en sortant la carte bleue. Parce que j'ai trouvé énormément de business, pour ne pas dire des centaines de business, justement, qui s'adressaient aux femmes de manière plus ou moins subtile, mais c'est des business qui brassent énormément. On parle de dizaines de millions d'euros de cash flow qui arrivent, et je vous parle pas de business OnlyFans et compagnie, puisque je pense qu'il y a aussi des femmes qui sont intéressées à ça, mais je vous parle de business qui, par exemple, qui s'adressent de manière subtile aux femmes sur ce créneau. Par exemple, ça va être des business comme short but romantic, donc ça va être du récit généré plus ou moins pareil via des applications mobiles. Ça va être des voix d'hommes qui sont un peu érotiques. Ça va être, je pense que je mettrai toute la liste en dessous sur la vidéo, mais j'en ai repéré une petite centaine. Bon, bref, tout ça pour dire que le marché est en hyper croissance technologique au niveau des mœurs et compagnie. Du coup, qu'est-ce que tu en penses, Manoa? Est-ce que j'ai dit des bêtises? Comment tu vois le marché actuellement? Comment tu le vois évoluer? Bah, moi, en fait, je suis parti, et ça, ça a aussi fait partie de ma décision d'aller sur ce marché-là. C'est que il y a un graphique qui m'a beaucoup percuté fin 2022, début 2023, je crois. C'est la courbe de croissance de la vente de formations en ligne sur les 5 dernières années. Et c'est-à-dire qu'en fait, on voyait qu'il y avait donc 2019, 2020, 2021, 2022. 2022, on atteignait le pic en termes de vente de formation. Et sur la fin 2022, ça commençait à décroître. Et 2023, ça commençait à devenir méchant en termes de décroissance. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, vu qu'il y a une saturation de marché, même s'ils se forment beaucoup plus, les ventes ont diminué. Et moi, c'est ce que j'ai vu. Et je me suis dit, c'est jamais plaisant d'être sur un marché qui commence à être en décroissance. Parce que tu sais pas si, souvent c'est par cycle, et tu sais pas si c'est juste une petite correction parce qu'on a eu des mois, des années records grâce au rhume qui a fait exploser cette industrie-là. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai envie d'être sur un marché potentiellement en décroissance ou pas? Et je savais à quel point le marché du X était en hypercroissance, mais pas vraiment parce que je m'étais pas intéressé. Je savais de loin que c'était une industrie qui explosait, d'accord, à peu près comme tout le monde. Et lorsque je me suis intéressé, j'ai vu à quel point la croissance était folle. Et dans tous les cas, même si je savais pas encore ce que j'allais faire dedans, je me suis dit, est-ce que
il vaut mieux être très bon sur un marché un peu incertain et peut-être en décroissance, ou être moyen sur un marché en hypercroissance. Et moi, j'étais plus de l'avis de la seconde option. C'est-à-dire que je préférais largement être OK, voire OK+, dans une industrie qui explose, parce qu'en fait, la vague va t'emporter quand même, plutôt qu'être excellent sur une industrie qui est, voilà, qui est en berne et qui tire un peu la gueule. Donc moi, c'était le calcul aussi que j'ai fait, quoi. Et oui, on voit que, et je rebondis sur ce que tu disais, Luc, juste avant, dans les années 2000, personne disait qu'il regardait du contenu adulte. C'était très peu admis, et c'était vraiment que les gros beaufs, ou un peu les gros dégueulasses, qui assumaient consommer du X. Et on le voit depuis à peu près, moi, alors, je sais pas, après j'étais jeune avant, mais depuis les années 2015, 16, 17, 18, c'est devenu complètement OK. Et tu demandes ça à n'importe quel mec, il va te dire bah ouais, ouais, carrément, enfin ça m'arrive et il n'y a pas du tout de gêne. Si tu lui demandes est-ce que tu consommes du contenu adulte, il va dire oui. Oui, ouais, bah oui, ça m'arrive 2, 3 fois par semaine. Alors qu'il y a 20 ans, sociétalement, c'était pas du tout admis, tu vois. Et ça commence à faire la même chose avec OnlyFans. C'est-à-dire que il y a 5 ans, lorsque si tu payais pour du contenu adulte, t'étais vraiment le gros dégueulasse dans ta cave, voilà. T'étais le mec frustré avec des pustules, c'était horrible. Et de plus en plus, en fait, vu que ça se démocratise, bah, les gens deviennent OK à l'idée de dire ouais, bah, je suis déjà allé sur OnlyFans par curiosité. Oui, enfin, j'ai déjà dépensé 10 euros, mais c'était juste pour voir. Et en fait, on arrive petit à petit à effectivement un stade de marché, un stade de sophistication, pardon, de marché, où ça devient de plus en plus admis, commun et démocratisé de consommer du contenu payant, ce qui est une très bonne chose pour nous. C'est hyper intéressant ce que tu as dit d'un point de vue, même pas marché pour l'instant, mais juste entrepreneurial. Ton idée de te dire, je vais choisir une niche en hyper croissance sur lequel je suis moyen, plutôt qu'un truc où je sais que je suis excellent. C'est hyper contre-intuitif parce que beaucoup de gens vont se dire, et je suis excellent quelque part, je suis peut-être top 5%, je sais pas exactement, tu vois, mais disons que tu es top 5%. Tu as fait l'effort intellectuel de te dire, vas-y, peut-être que je mets ça de côté alors que je sais que je suis excellent. Je prends le risque de faire ça pour aller sur une niche où au mieux, je suis moyen, moyen plus, comme tu le dis, mais potentiellement, t'en savais rien, potentiellement, excuse-moi, hein, mais t'étais à chier, tu vois. Oui, oui, il y avait un monde dans lequel Et j'étais mauvais, quoi. exactement. Et t'as pris t'as eu le courage de te dire, vas-y, j'y vais, parce que je sais que ce marché est en hypercroissance. Et que mon payoff sur un marché en hypercroissance, dans tous les cas, sera meilleur que dans une industrie qui est en train de se terrer. Et je pense qu'il y a trop de mecs qui font l'erreur de se dire, je suis hyper bon là-dedans, je suis le meilleur, je sais pas, boulanger de mon quartier, et ben je continue même s'il y a plus de demande sur ma boulangerie. Mais s'il y a plus de demande, t'as beau être le meilleur, ou si même ta demande elle est divisée par 10, tu boucleras pas les fins de mois parce que ton loyer va augmenter fin de l'histoire, tu vois. Et nous, on voit vachement ça en ce moment sur de l'IMO, où le marché IMO, tout le monde le sait, en ce moment est très très compliqué. Et bah, tu as intérêt à enfin, tu vois, être vraiment, un, excellent, et deux, à trouver des parades hyper innovantes pour réussir à être en haut de la vague. Tu vois. Et nous, c'est notre grand challenge du moment, c'est de se dire comment on transforme le truc, parce qu'évidemment, nous, quand t'embauches X personnes, genre 30, c'est compliqué de leur dire demain, ouais, vas-y, on fait plus d'IMO, on fait autre chose. Et donc, tu vois, t'es obligé de bouger le truc. Mais je trouve ça hyper intéressant, ta réflexion. Et je pense que tu vois, par rapport à notre audience, de se dire, si tu as encore les moyens de pivoter vers une niche en hyper croissance, te fais pas chier avec une niche. Même si tu es moins bon que dans ta niche de base, pivote. Tu vois. Potentiellement, en tout cas. En tout cas, réfléchis-y. Quoi. Et je trouve que c'est une analyse entrepreneuriale hyper importante et hyper smart que tu as faite. Luc, je te relève la parole. Bah, justement, si on rebondit sur ça, euh, ma question c'est comment, en fait, faire ce pivot d'un point de vue opportunité business, c'est intéressant. On a pu le voir avec le Web3, avec ce genre de choses. Ok, il y a un truc qui arrive, l'IA, on se positionne dessus, génial. Mais est-ce qu'à un moment tu t'es mindfucké? Est-ce qu'à un moment ton cerveau s'est créé de la logique pour te permettre de dire ok, je vais vers cette industrie parce qu'il y a une mission qui me dépasse. C'est cette mission qui, quoi qu'il arrive, va me permettre d'avancer, va me permettre de continuer parce que je vais solutionner un problème profond. Parce que, en soi, saisir une opportunité business, c'est intéressant, mais à partir du moment où c'est sur du court terme, si le seul drive, si la seule KPI, c'est l'opportunité business,
Et si malheureusement cette opportunité business-là ne coche aucune autre case, bah, on a intérêt à ce que le cash généré soit sur du très court terme. Parce que sur le long terme, c'est pas tenable. Sur le long terme, la motivation argent ne suffit pas pour tenir. Et toi, avec ta tech, tu t'embarques dans un truc long terme. Tu investis l'argent, tu investis ton image. Lorsqu'on t'écoute, tu as une vision sur plusieurs années. Tu penses à la revente, tu penses à la valorisation. C'est un game de start-up finalement. C'est un game long terme. Donc c'est un game dans lequel tu vas devoir t'accrocher à une mission, à un combat. Donc ma question c'est, quelle est ta mission? Alors, je sais pas si c'est vraiment une mission au sens, oui, j'ai une croyance profonde liée à une morale ou quoi que ce soit. Néanmoins, là où je pense avoir compris le sens de ta question là-dessus, tu me diras si je me trompe. Alors, peut-être que je vais répondre un petit peu à côté de la plaque, mais c'est qu'il y avait un calcul important à faire puisque c'est une industrie dont tu ne reviens pas. Tu vois, c'est un peu le Mordor, c'est-à-dire que lorsque tu y vas, t'en ressors et tout le monde va te dire ah mais non, t'es allé au Mordor, moi je veux plus que tu viennes dans ma cité quoi. Et c'est un petit peu ça l'industrie adulte, c'est-à-dire que c'est une industrie qui est considérée comme sale. À mon sens, elle l'est pas du tout. Euh, mais je comprends pourquoi les gens la voient comme sale, parce que bah, lorsque tu regardes par exemple les concurrents, peut-être que tu en connais certains, tu vois que le niveau vole pas très haut, que c'est vraiment bah, un peu un dérivé du make money où t'as que des mecs qui sont là à faire les kékés en lambeaux à Dubaï, machin, etc. Et moi, je me suis dit là où effectivement c'est peut-être une mission, c'est bon, c'est une croissance, enfin c'est une industrie pardon dont la croissance est folle, où il y a beaucoup d'argent à faire, mais où tous les acteurs sont pas sérieux, ça rend l'image de l'industrie assez crade. Tout le monde évolue dans une sorte de no man's land un peu Far West où bah, tu as très peu de législation, l'État est en mode ouais on tolère, mais on veut pas trop légiférer dessus, etc. Et moi là où je pourrais avoir une mission, c'est de dire bon bah je pense que cette industrie va encore plus exploser. Elle est gérée comme de la merde par les acteurs principaux, qu'on soit un monopole de malades, du coup ils s'en foutent de faire n'importe quoi, soit juste ils voient ça comme un dropshipping bis, donc en fait ils y vont comme des bourrins en faisant n'importe quoi. Et moi c'était un petit peu ma vision, c'était de dire bah ok en fait on va être très pro dans une industrie un peu crade et on va la rendre en fait mainstream, c'est-à-dire bah, on va faire une plateforme sécurisée, on va faire des CGU de malades, on va faire de la protection des mineurs, on va créer un environnement sain pour la collaboration entre agences et modèles. Et c'est tout con, tu vois, mais en fait, jusqu'alors, avant Demoiselle, qui est ma plateforme, bah, une agence et une modèle, ils devaient se passer des identifiants personnels, tu vois, genre la modèle devait donner ses propres mots de passe. En fait, c'était une industrie, et c'est encore une industrie où tout était un peu ghetto. Personne n'a pensé à créer un cadre, et on le sait, il y a une corrélation évidente entre le niveau de sécurité d'une industrie, d'un marché, et à quel point il se développe vite, tu vois. Il se développe de manière pérenne. Et là, le problème, c'est que c'était un Far West énorme, et je me suis dit, bah en fait, ouais, on va former des agences qui vont être sérieuses, on va apprendre au modèle, pardon, à se développer par elle-même, on va créer une plateforme sécurisée et sécurisante. Et oui, si j'ai dû avoir une mission, c'est juste dire, bon, il y a une industrie avec plein de trucs dedans, tout le monde fait n'importe quoi, et bon, on va arriver comme un prophète et dire, bon, c'est bien gentil, continuons à faire de la thune, faisons-en encore plus, mais dans un meilleur cadre. Tu me C'est diras hyper si intéressant. j'ai bien répondu. Euh, Ouais, c'est ça en fait. Voilà, c'est bon, j'avais pas mon micro. En fait, c'est ça. C'était pas tant l'éthique. En fait, je te parle pas tant d'un éthique sociétale externe, vision, Mordor et compagnie. Je te parle plus d'un combat avec toi-même sur. En fait, moi, je me plonge dans cette industrie et je me dis, putain, au jour le jour, quand tu dois regarder toutes les datas et quand tu dois dire, ok, il faut que j'optimise ça. Bon, t'imagines la galère sur un site comme Pornhub, par exemple, en mode, ok, il y a cette catégorie X ultra chelou qui est en train de se développer, ok, on va la mettre en avant. Et puis, il y a cette position-là qui est en train, ok, on va la mettre en avant. Enfin, ça peut faire marrer, je pense, sur le court terme, mais peut-être qu'au bout d'un moment, tu dois devenir fou. Et lorsque tu as des problèmes économiques, lorsque ta vie de couple, c'est de la merde, lorsque n'importe quoi, lorsque tu as des primes, que sais-je, euh, après, je pense que c'est aussi vachement une Bah, question d'individualité, de mindset et compagnie, mais euh, je sais que certaines personnes ont besoin de se rattacher à une mission forte qui les drive, tu vois. moi, j'ai toujours été un heureux capitaliste, donc il y a vraiment le truc de ça fait de la thune, j'y vais. Il y a le côté mission que je viens d'énoncer.
Maintenant, effectivement, c'est un business où, comme tu l'as dit, je m'en suis aperçu récemment, tout ce qui est simple pour les autres business est d'une complexité folle pour nous. Se bancariser, par exemple, encaisser des paiements, amuse-toi, hein, amuse-toi, parce que tout le monde dit, enfin, je sais pas, le payment processing, mais moi, j'avais jamais cru que ça pouvait être un boulot en soi, tu vois. Moi, je me suis allé sur l'infoproduit, on m'a dit Stripe, j'ai fait d'accord, je me suis inscrit, ils m'ont demandé 3 documents, hop, j'ai fait 1,5 million dessus, terminé. Amuse-toi à encaisser des paiements sur de l'adulte en 2024 avec une boîte qui part de zéro. Par exemple, si j'avais pas été Fortumedia, voilà, on dirait que je me prends pour Justin Bieber, mais si j'avais pas eu Fortumedia avec l'audience, le track record et tout, c'était mort pour Crédit Demoiselle. Parce que les banques auraient pas voulu, elles prennent pas de risques. Les processeurs de paiement n'auraient pas voulu. J'aurais pas eu les ressources juste pour payer tout l'aspect légal, parce que faire rédiger des CGU françaises sur le X, c'est un enfer, faut trouver des gens spécialisés, etc. Et donc, où est-ce que je veux en venir en citant tous ces exemples? C'est que c'est une industrie effectivement très problématique, très chiante, où tout est complexe et tout coûte cher, mais du coup, c'est génial, parce que se lancer est problématique, coûte cher et est complexe. Donc en fait, une fois que tu es lancé, tu as un bastion quasiment imprenable. En fait, tu as le choix entre aller dans une industrie lambda et puis tu vas construire un petit château assez mignon avec ouais, des murailles, quelques remparts, machin, au milieu d'une plaine. Fine. Bon, bah, si quelqu'un arrive et veut t'envahir, tu auras un petit château, tu auras un machin. Ou alors, tu construis une immense forteresse avec 226 murailles, des douves avec de la lave, des conneries, des machins dans le Mordor. Et là, la bonne chance pour que les gens viennent t'attaquer. Et en fait, c'est génial, c'est que tu as des barrières à l'entrée de fou furieux. Ce qui est horrible quand tu commences, c'est-à-dire ce que les 6 mois d'enfer que je viens de vivre. D'ailleurs, j'avais pas de cerne avant. Là, pour le coup, j'ai bien morflé sur ces 6 mois. Mais par contre, une fois que tu es entré dans ce milieu et que tu es installé, c'est terrible. Enfin, tu fais un massacre, quoi. Parce que personne peut y aller. Pas mal. Ouais, la barrière à l'entrée, moi je les voyais pas. Donc, moi je vais venir là avec mes questions du coup très très opérationnelles, mais quand on dit le métier de OFM entre guillemets, ça consiste en quoi concrètement? Si tu devais expliquer ça à un lambda, tu vois, qui n'a vraiment pas d'idée. J'entends concrètement, c'est du marketing, c'est de l'accompagnement, il y a de la compta, il y a du comment on gère ses comptes, ça regroupe quoi vraiment entre guillemets? Bah déjà, pour ceux qui ne savent pas, OFM, c'est pour OnlyFans Management. Donc, il y a ce constat-là que j'avais fait il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'il y a plein de modèles, donc de femmes qui se lancent sur ces plateformes-là, que ce soit Mime, OnlyFans, Fansly, enfin toutes les autres, et qui ont peut-être une audience, qui n'en ont parfois pas. Et le problème, c'est que les modèles, c'est pas des entrepreneuses, très souvent. Ça peut le devenir par la suite, mais quand elles se lancent sur ces plateformes-là, c'est pas des entrepreneuses. Donc, quasi aucune connaissance en marketing. Et je dis pas du tout ça d'un air méprisant, hein. Tu peux pas savoir ce qu'on t'a pas appris ou ce que t'as pas appris par toi-même, quoi. Donc, en fait, les modèles se retrouvent avec bah, cette chose qui a de la valeur, c'est-à-dire les photos de leur corps qui est voilà, machin. Ça a de la valeur en termes sur un marché. Le fait d'être prêt à le montrer au public, ça a de la valeur, c'est un coût social, un coût réputationnel, etc. Mais par contre, pour attirer du trafic, bah, elles sont pas marketeuses, elles savent pas comment faire. Pour retenir les gens et les garder abonnés sur leur OnlyFans, bah, elles savent pas comment faire. Enfin, est-ce que je dois leur parler tous les jours? Comment est-ce que je dois leur parler? Est-ce que je dois leur envoyer du contenu gratuit ou pas? Voilà. Et en fait, il faut savoir que 80% du chiffre d'affaires d'un compte OnlyFans, ça se passe dans la plateforme. C'est-à-dire que c'est pas les abonnements. Les abonnements, c'est le produit d'appel, quoi. On fait pas sa marge sur un produit d'appel. Ce qui génère 80-90% du CA, c'est les pourboires que les mecs vont envoyer au travers de la messagerie. Les médias privés, donc les mecs vont demander des photos personnalisées, des photos bien spécifiques que uniquement eux auront et verront, qui seront pas sur le feed privé de OnlyFans, et c'est ça qui génère du fric. Mais du coup, ça nécessite pour la modèle de parler à l'utilisateur, de lui répondre, de le comprendre. Et c'est tout con, hein, mais il n'y a pas meilleur qu'un mec pour parler slash draguer un autre mec. Parce qu'en fait, les meufs sont tellement dans une sorte d'anomalie de marché grâce au réseau depuis 15 ans qu'en fait, elles ont jamais dû apprendre à draguer. C'est tout con, tu vois, mais nous trois, forcément, à un moment dans notre vie, on s'est retrouvé à parler à une meuf qui, en termes de standard, d'échelle, de niveau, de points, c'était une 8, 9 sur 10, 10 sur 10. Bon, bah, fallait qu'on bosse, quoi. Fallait être drôle, fallait machin, fallait organiser des trucs. Les meufs n'ont jamais eu à faire ça pour la plupart.
Donc, par exemple, le chatting, c'est-à-dire répondre aux mecs, les draguer, les rendre un peu fous, etc., pour ensuite leur vendre des médias privés, elles savent pas faire. Parce qu'elles ont jamais eu à le faire, tu vois. Et du coup, l'agence, elle vient justement se placer sur ces problématiques. C'est-à-dire, bah, tu sais pas te faire connaître? Ok. Bon, on va te dire exactement quel TikTok faire pour que tu crées pour que tu génères du trafic. Tu sais pas comment créer un funnel, en fait, avec donc les comptes TikTok, etc., le lien en bio sur Insta, etc. On va le faire à ta place. T'as pas envie, t'as pas le temps, tu sais pas comment faire, ça te plaît pas de répondre aux clients via OnlyFans, via la messagerie et de leur vendre des médias privés, etc. toute la journée. Ok, on va mettre des chatteurs qui vont le faire à ta place. Et c'est ça en fait que fait une agence, et très souvent le pourcentage de commission que l'agence va prendre dépend des services qui vont avec. Donc par exemple, un truc qui coûte cher, c'est les dating apps, c'est-à-dire que les agences vont créer plein de profils Bumble, Tinder, Fruits, Badoo, etc. et les faire tourner en automatique pour générer du trafic. Et ça, bah, faut des plugins, faut machin, faut connaître, donc ça coûte cher. Et en fait, plus il y a de services déployés et plus le rapport de force, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, est déséquilibré, plus la commission de l'agence va être forte. Donc, par exemple, une Astrid Nelsia, elle va pouvoir négocier un 20-30% que prendra l'agence parce qu'en fait, elle est déjà installée, elle est déjà connue, etc. Par contre, une modèle qui part de zéro, où il y a beaucoup plus d'investissement requis de la part de l'agence en termes de déploiement de ressources pour acquérir du trafic, le convertir, etc., bah là, on va plus s'approcher d'un 50-50, par exemple. Ok, hyper clair. Et alors, ce que tu me dis, c'est que quand en fait, tu es sur OnlyFans et tu parles à une meuf, derrière, en fait, c'est un mec Pas qui toutes. répond. Pas toutes. Pas toutes. Moi, en fait, les plus grosses modèles, et ça, c'est intéressant, c'est que c'était pas encore le cas il y a un an. Aujourd'hui, les plus grosses modèles retournent à ce côté je réponds moi-même aux messages, quitte à répondre un petit peu moins souvent, parce qu'en fait, l'OFM, c'est le dropshipping sous stéroïdes, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. ça s'est développé, c'est devenu connu beaucoup plus vite. Alors, c'est pas autant que le dropshipping pour l'instant, mais ça va arriver. Et donc là, par exemple, récemment, j'ai fait un vocal là-dessus sur Telegram où je disais, les gars, ça fait 2 ans que je vous dis qu'il faut monter dans le train, bah là, ça commence à être trop tard, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, bah, les agences nouvelles se font défoncer par les agences qui se sont lancées il y a 6 mois, à part si tu as vraiment les bonnes stratégies et tout. Et puis certaines modèles retournent en fait à ce qu'elles faisaient avant, c'est-à-dire ne plus avoir d'agence parce que trop cher ou parce que les fans se méfient aussi. Ouais. Et donc maintenant, ça devient aussi le rôle de l'agence de devenir invisible. Et toi, dans ta récente carrière, on va dire, du coup, tu as managé combien de modèles aujourd'hui à date? Directement ou indirectement, c'est-à-dire Bon, tu peux donner les deux réponses. Euh, directement, je dirais au total 20-25. ok. Indirectement, c'est-à-dire si on compte mes associés et puis les meilleures agences dans lesquelles soit j'ai des parts, soit j'interviens, soit j'ai de l'affiliation, de la commission, etc. Je gère plus l'opérationnel là-dessus, mais ça, je sais pas, 150, 200, facile. Ouais. Et tu sais combien il y a de modèles en France? Genre, par exemple, j'essaie de faire un rapide ratio tu vois, de part de marché, entre guillemets. C'est très compliqué parce que ça se développe vitesse grand V pour le coup. Euh, Ouais. non, je sais pas en fait. Je pense, je sais pas, à la louche, je dirais peut-être, je sais pas, moins de 30K. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça reste enfin, factuellement, à l'échelle de la population, ça reste une niche, une vraie niche, en fait. Bien Et sûr, cette mais vraie niche, par contre, génère un chiffre monstrueux. Enfin, t'as une bah en espèce fait, de. c'est même pas les 30K, c'est qu'en fait, si on regarde bien, même tu regardes Mime par exemple, ou les créatrices françaises sur OnlyFans, en fait, globalement, t'en as, allez, 500 qui font 80% du chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que Ouais. Demoiselle, on a fait en sorte que ce soit sur candidature, et que ça soit premium, et que ça s'adresse en fait à ces profils-là. Nous, on vient pas concurrencer Mime, en fait. Nous, on vient dire, en fait, les énormes créatrices Mime OnlyFans, vous êtes en train de perdre de l'argent bêtement parce que vous payez trop cher en termes de commission, parce que vous êtes mal accompagné. Mime, ils s'en foutent, en fait, tu vois, par exemple, des modèles. Enfin, franchement, il n'y a aucun accompagnement, ils font rien. Nous, on va faire des événements, des machins, voilà. Et nous, justement, on vient dire, bon, bah, voilà, vous faites de la thune, vous êtes installé, venez chez nous maintenant, c'est bon. Vous avez fait joujou, là, sur OnlyFans et tout, venez chez nous, venez chez des pros, quoi. Ok. On s'adresse, en fait, au top Ouais. 0,1%. En fait, ouais, c'est ça. Donc, ton marché, il est tenu par 500, disons, 500 personnes. Et tu as donc 20, disons, j'en sais rien, 30 000 autres qui, euh,
qui en fait représente quoi, 5% du marché en se partageant les miettes, quoi. Le marché ressemble à ça de loin, si je te comprends bien. Ouais, après, pour le coup, le marché ressemblait à ça, là où j'essaie d'apporter de la nuance, avant l'OFM. Parce que pour le coup, et ça c'est l'argument qu'on te sortait quand une femme disait j'hésite à me lancer sur OnlyFans, très souvent tu avais un mec qui disait non mais en fait personne ne gagne d'argent sur OnlyFans, hein. Tu te rends pas compte, mais la moyenne des revenus, c'est OnlyFans qui a sorti la statistique, c'est $300. Merci connard, mais en fait si tu prends les comptes inactifs, évidemment que ça défonce toute la moyenne. Le nombre de meufs qui se sont inscrites et qui en fait on dit bah non en fait je me sens pas aligné avec ça, en fait il fait exploser enfin à la baisse le revenu moyen, tu vois. Et, Évidemment, bah, c'est sûr. et, et en fait aujourd'hui bah, dès que tu as une agence, franchement avec une bonne agence, n'importe quelle meuf qui est prête voilà, vraiment à s'investir, etc., peut faire du 10K par mois. Ce qui est génial pour les agences bien formées, parce que la commission va être, ils vont se faire 4000, et ce qui est génial pour les modèles qui vont se faire aussi 5-6 000, quoi. Parce que Ok, l'OFM, en fait, a redistribué les cartes à fond, quoi. ok, ouais, très clair. Donc en fait, tu donnes, ouais, tu ouvres la concurrence sur le marché. En fait, tu viens un peu péter cette espèce de, il y a que les meilleurs qui réussissent. C'est un peu ce que TikTok Euh, a fait avec le ouais, content, tu vois. Là où YouTube s'était bloqué avant, TikTok, en permettant d'être exposé à quasiment n'importe qui, a créé une nouvelle vague de plein de créateurs. Enfin, moi, j'en ai à titre perso bénéficié, hein. On parlait de Russe tout à l'heure, on en a tous à titre perso bénéficié. Et tu vois, TikTok a réouvert un espace. Et j'ai l'impression que ce que tu racontes là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu es venu bouger un marché qui déjà commençait à avoir une dynamique un peu, pas fermée, mais on va dire cannibalisée, quoi. oui, bah en fait, oui. Franchement, c'était un peu la strat, c'est-à-dire que sans le vouloir, en fait, si je regarde ce que j'ai fait, alors je vais pas faire non plus le mec en mode tout était calculé, hein. Pas forcément, mais peut-être un petit peu sans le vouloir pour le coup. C'est qu'en fait, depuis 2020, bah, j'ai posté moi sur Fortumedia, sur tous mes autres comptes. Et vu que enfin, franchement, je vais essayer d'organiser ma pensée parce que là, je vais à droite à gauche. Mais en gros, avant de faire de l'OFM, mon plus gros programme, ma plus grosse formation, c'était Instagram Empire. Et c'était pour justement apprendre à générer du trafic sur Insta et puis vendre un produit digital derrière. Et en fait, quasiment tous mes élèves faisaient une sorte de Fortumedia Eco Plus. Donc ça a donné les motivations 34, les billionnaires 22, etc. Et du coup, dès que je mettais une vidéo, ils disaient ah, si Mano a la mise, elle peut exploser et je vais prendre plein de vues. Et du coup, je savais pertinemment, et à un stade, c'était fou, 2021, 2022, si je mettais une vidéo, elle était reprise forcément par 40-50 comptes la semaine d'après. Donc en fait, je décidais de ce que potentiellement 6, 7, 8 millions de personnes allaient voir. Et vu que moi, je voyais que les vidéos où les meufs disaient ouais, je fais 20K par mois avec mon compte mime explosaient, bah, en fait, j'ai fait de la propagande à grande échelle sur le marché français. Et du coup, pendant 2 ans, toutes les femmes françaises et même les mecs français ont dû se taper malgré eux dans leur feed des vidéos soit de Fortumedia, soit de Billionnaire 22, Motivation 34, avec des femmes qui disaient je fais 30K par mois, 40K par mois, etc. Donc en fait, il y a eu 2 ans de propagande de regardez c'est possible, regardez combien vous pouvez gagner, plein de meufs le font déjà, etc. etc. Et en fait, ça a largement contribué, en tout cas je pense, à démocratiser OnlyFans, Mime, la création de contenu exclusif, etc. Et donc après, on est venu en fait répondre à ce besoin de plein de meufs qui voulaient se lancer. Et on a dit, bah en fait, les gars, vous pouvez en profiter. Les meufs, vous pouvez vous lancer. Paf. Je voudrais juste qu'on pose 2 secondes là sur ce que tu viens de dire, qui est hyper intéressant encore une fois, mais qu'on pose 2 secondes. Je sais pas si tu te rends compte de ta phrase, mais qui est importante pour l'époque qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des médias, j'en sais rien, BFM, M6, machin, ce que tu veux, enfin des grands médias, qui essayent de faire passer des idées, des trucs. Et ce que tu nous expliques, c'est que toi, sans aucun jugement de valeur, parce qu'on est pareil, mais en gros, toi, depuis chez toi, à 21 ans, tu as été capable d'exposer pendant une période de un an et demi, entre 5 et 10 millions de personnes, à un message quotidien qui fait que sans qu'ils sachent que ça part de toi, tu déclenches une envie de réaliser une tâche et donc de réaliser un nouveau métier, on va dire. Et tu as réussi. Ou en tout cas, tu as fortement influencé le truc pour déclencher une nouvelle thématique. Et je pense qu'on n'avait jamais eu, à ma connaissance dans le podcast, un exemple aussi précis de la puissance des réseaux sociaux sur un sujet qui, encore une fois, on a commencé par ça, qui, encore une fois, il y a 5 ans, semblait what the fuck.
Bah, c'est intellectuellement hyper intéressant, je pense qu'on vient de bah, dire. merci, c'est cool. Mais j'avais aussi notamment fait ça, en fait, grâce à l'apparition des Reels, parce que j'avais un reach de port, avec, et ça, je lui ai dit d'ailleurs, en conférence quand je l'ai vu à Dubaï, avec Oussama. Oussama était très connu de niche par les entrepreneurs, startups et tout. Bien sûr. Et 2021, il a connu une croissance exponentielle parce que tu as un mec qui a commencé à découper toutes ses conférences de family et à les mettre sur Instagram. Bah, ce mec, c'est moi. Et pareil pour Charles Gave. Charles Gave qui a explosé sur le format vertical, il vient d'où? Il est apparu d'où? Bah, parce que moi, je regardais ces formats longs et que bah, j'ai tout découpé. Mais sauf que voilà, Instagram Empire, c'était combien de personnes? C'était 500, je crois. 500 personnes et pour le coup, là-bas, à l'entrée était fine. Donc tout le monde se lançait et puis disait bah, je vais faire comme Manoa, je vais faire un compte business. Et en fait, du coup, je postais une vidéo, elle était repostée minimum 30-40 fois en fait, Ouais. avec des sous-titres différents, avec un branding différent, etc. Et Et attends, donc, juste, le ouais, compte, il avait combien à l'époque? Il avait combien de followers, le compte en question? Fortumedia, bah, Ouais. ça dépend de la période, mais 40 000, mais pareil, 40 000 auparavant. 40 000 en 2020, t'avais un reach Ouais. de fou. Enfin, c'était Ouais, bien sûr. incroyable. Donc Ouais. moi, je postais des vidéos, ça faisait 2 millions de vues dans les 24 heures, quoi. Et après, j'avais mes 500 singes qui reprenaient la vidéo, qui refaisaient des sous-titres, des machins. Donc, en fait, on avait une force de frappe qui était folle, quoi. Ouais. Délirant. Ouais, complètement délirant. Moi, tu vois, moi, je viens vraiment du monde des startups. Donc, Oussama, en effet, je l'ai connu sur des longues vidéos. Tu devais t'inscrire sur la plateforme Coup d'État, je crois, elle s'appelait à l'époque. Où, enfin, tu vois, et t'avais les vidéos de Oussama en libre accès et tout ça, et qui duraient en effet 1 heure et demie, 2 heures. Moi, je l'ai découvert là. Pendant plein d'années, quand il a eu ses problèmes et tout, on n'a quasiment plus entendu parler. Et un jour, en effet, je me réveille, donc je savais pas que c'était toi. Et je vais sur TikTok, et là, je revois les vieilles vidéos qui passent, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et Charles Gave, un peu pareil, parce que moi, je le suivais de grand angle, tu sais, Richard Bien Détente, tout sûr, ça. bah oui, c'est là où je l'ai découvert aussi, ouais. Exactement, et, ben, et un jour, je me suis dit, putain, il est devenu mainstream. Le type, comment il a fait pour devenir mainstream? Tu vois, encore une Mais fois, sans jugement de valeur, il a 70 ans, il dit des trucs quand même qui sont assez complexes, qui sont pas d'une évidence même, tu vois, enfin, c'est quand même du. Autant Oussama, tu vois, ça peut s'apparenter à du contenu de tous les jours, autant Charles Gave, c'est quand même de l'analyse économique, c'est un mec un peu précis. Le mec est devenu mainstream. mais J'ai pas compris, tu vois. faut juste regarder Google Trend et puis remonter sur Fortumedia dans Reels et puis tu verras qu'il y a une corrélation. Toi, ta Tu... stratégie aujourd'hui, c'est ça. C'est tu vas sur, enfin, ou celle que tu faisais avant, je sais pas si tu le fais toujours, mais Google Trend, tu regardes ce qui marche en ce moment, ce qui a des chances d'exploser, et tu. Non, ce que je voulais dire, c'est c'était pour affirmer et donner du corps à ce que je venais de dire. C'est pas forcément une Ouais, stratégie, mais aujourd'hui, ok. ce que je voulais dire, c'est pour ceux qui douteraient de, parce que moi je déteste les mecs. Il y a plein de podcasts comme ça, tu vois, où des mecs qui disent ouais, moi j'ai fait ça, ça, ça. Ouais, mais prouve-le, mec, en fait. Et moi je dis, mais justement, les gens, allez sur Google Trend par vous-même, allez sur Fortumedia par vous-même, remontez à 2020, regardez les stats que je faisais. Et en fait, tu vas voir qu'il y a une corrélation. Tu vas voir qu'il y a une corrélation et tu vas voir très peu de vidéos de Charles Gave plus anciennes que les miennes sur le format court, tu vois. Mais parce D'accord. que Et ça, c'est un truc que j'ai adoré et que j'ai pris de Edouard Bernays, qui est un entrepreneur dont je m'inspire beaucoup, qui était le mec en fait qui a inventé les relations publiques, la propagande. Et j'avais lu son livre voilà, 2020. Et c'était de là où je m'étais inspiré en mode bah, comment est-ce qu'on fait pour diffuser une idée massivement et pour orienter un marché, quoi. Edward Bernays, c'est le mec qui est responsable. Le petit déjeuner américain, c'est du bacon et des œufs. Est-ce que c'est venu comme ça? Non, il y a un marketeur derrière, c'est Edward Bernays. Le We Want You in the US Army, c'est Edward Bernays. Que les femmes fument, c'est Edward Bernays, tu vois. j'avais lu, je crois, un bouquin dans lequel il était cité par un. Ah, j'ai bouffé le nom. Le bouquin, c'est un truc genre, c'est Sell Me Anything ou je sais pas quoi, Ouais. un titre dans ce goût-là. Et c'est par un mec qui est stoïcien maintenant, et un peu connu. Et très très bon bouquin en effet sur la propagande, l'influence, faire passer des idées. On trouvera, je le mettrai en description si ça intéresse des gens. Mais oui, oui, Edouard Bernays, ouais, 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 je vois. Ok. Mais Luc, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, t'inquiète, hyper intéressant. Mais du coup, Manoa, est-ce que tu as pensé à en faire un véritable business? Parce que, qu'on se le dise, tu avais une véritable machine à matraquage idéologique, une machine à vérité. Et du coup, tu pouvais construire un produit avec une promesse du type on va faire en sorte que tous les mois, il y ait des millions de personnes qui soient exposées à vos idées.
Et ça, des hommes d'affaires, des hommes politiques aussi, des marques auraient été prêts à payer super cher. Super, super cher. Et toi, finalement, tu as déjà une petite armée derrière toi. Alors, est-ce qu'elle est structurée, est-ce qu'elle est organisée, je ne sais pas. Mais tu avais cette force de frappe-là. Tu l'avais. Et donc, il existe un monde où tu aurais pu la structurer davantage, peut-être créer d'autres diagonales, et tu aurais pu devenir un véritable faiseur de roi. Donc, est-ce que c'est un business auquel toi, tu as pensé déjà ou pas? Bah, je pense que je l'ai remarqué forcément. Enfin, quand je voyais je postais une vidéo, qu'elle était repostée après à fond, qu'elle faisait beaucoup de vues, etc. Mais pareil, est-ce que j'avais les connaissances, la vision, le recul de vous dire ce que je vous dis maintenant, ce que je vous décris maintenant, et avoir la conscience de tout ça à l'époque? Pas forcément. C'est-à-dire que pareil, aujourd'hui, je sais que ce que j'ai fait a marché parce que j'ai vu ce qu'est devenu sur format vertical Charles Gave, parce que j'ai vu ce qu'est devenu Oussama, parce que j'ai vu ce qui est devenu l'idéologie, les valeurs, la normalité que je voulais imposer. Parce que c'était un vrai travail pour le coup. Mime OnlyFans, c'était un travail qui m'a pris 1 an et demi, tu vois. Ça, en fait, je le constate maintenant et je sais que ce que j'ai fait a véritablement marché aujourd'hui. En fait, donc j'ai eu 3 ans avant d'avoir pardon un véritable feedback du marché. Donc en fait, déjà c'était pas mon main business. Moi, ce que je savais faire, c'était vendre de l'infoproduit, etc. Et, euh, et effectivement, à l'époque, je pense pas que j'avais conscience d'à quel point ça avait de la valeur aussi. C'est là, je me rends compte parce qu'en fait, si j'avais pas fait ce travail-là, là sur le marché français, OnlyFans, OFM, etc., on aurait 3 ans de retard sur ce qu'on est maintenant. Parce que pareil, Il y a, moi je me suis pris un torrent de boue parce que j'étais le premier à parler de ce business en France, parce que j'ai parlé aussi du business adulte de manière générale en mai 2022, alors que personne n'en parlait, quoi. J'ai une petite question à ce sujet. Est-ce que tu as été réellement, on va citer personne évidemment, mais est-ce que tu as été emmerdé, on va dire juridiquement, slash réputationnellement, slash tout ce que tu veux, au moment où tu t'es lancé, où tu as commencé à parler du truc de manière un peu, on va dire, volumineuse, donc que beaucoup de gens ont été au courant. Est-ce que tu as été emmerdé, tu as eu des bâtons dans les roues, tu as eu vraiment des problèmes ou Ouais. globalement ça s'est bien passé? Non, Et non, si non, tu peux nous raconter, évidemment. oui, je peux raconter sans citer de nom ou Et, d'organisme. bien sûr, ouais. Donc il y a eu 2 formes d'emmerde. Il y a eu tout ce qui est étatique et tout ce qui est concurrentiel privé. Donc il n'est pas impossible que j'ai reçu une mise en demeure d'une boîte importante dans l'écosystème français du contenu exclusif. Il n'est pas impossible non plus que je me sois tapé un contrôle, pas fiscal, un contrôle d'un autre ordre, mais où bon, on sentait clairement que les mecs, la raison pour laquelle c'était venu, c'est que c'était lié à l'industrie adulte et que tu sens dans leur non-objectivité que c'est à cause de ça. Donc pareil, en fait, c'est le lot de tous ceux qui opèrent dans cette industrie. Moi, en plus, je le fais publiquement. Et donc forcément, t'es un peu éclaboussé. Et c'est pour ça que je vous parlais du fait que c'est une industrie dont on ne revient pas. Xavier Niel, parfois, lorsqu'il fait une interview aujourd'hui, on lui reparle encore de cette époque des sex shops et du téléphone rose, alors que le mec a fait free entre-temps, tu vois. Donc c'est une industrie qu'on ne pardonne pas. Donc c'est pour ça que moi, c'était un calcul de est-ce que ça vaut vraiment le coup. J'ai fait une formation sur le sujet, pour tâter. J'en ai fait une deuxième, j'ai vu que ça prenait, qu'il y avait des opportunités de malade. J'ai fait bon, bah voilà. Moi, en plus, j'étais relativement OK, aligné avec ça. Mais c'est ça qui est génial aussi, c'est que moi, j'ai plein de potes entrepreneurs que je détesterais avoir en concurrent sur cette industrie-là, mais qui sont pas prêts à faire ce sacrifice réputationnel, à avoir cette image sociale, à aller dans le Mordor, quoi. Mais sauf que moi, le Ouais. Mordor, j'y suis bien, tu vois. J'ai ma petite maison, je suis très très bien, tu vois. Ok, ok. Et ah, excellente question aussi. Tu parlais tout à l'heure des barrières à l'entrée. Ouais. Donc les barrières à l'entrée sont compliquées. Est-ce que tu... Et tu as parlé en tout début de être moyen dans une nouvelle niche et tout ça. Le mélange des deux, est-ce que tu penses que si tu es prêt à bouffer les barrières à l'entrée, et aussi horribles et chiantes soient-elles, mais on va dire si tu es méga résilient, est-ce que tu penses que c'est plus facile en termes de pure skills entrepreneurs
de réussir dans cette niche-là que dans une niche ultra concurrentielle. Je te prends la mienne, typiquement l'IMO, où sur l'IMO, tu as potentiellement tous les meilleurs entrepreneurs de France qui décident d'y aller parce que c'est whitelisté, parce qu'il y a des gros montants à aller chercher en levée de fonds, parce qu'il y a des gros montants d'investissement, parce que tu peux communiquer dessus si tu as envie, tout le monde sera content. Tu penses que laquelle est la plus dure à attaquer? L'ultra résilience ou le besoin de skills, on va dire à un très très haut niveau? Enfin, comment tu juges le truc? Bah, je pense que l'industrie adulte, ce qui est génial, c'est que tu peux venir, si tu es un marketeur, par exemple, vous deux, vous pouvez venir et faire du quick cash. C'est-à-dire, vous montez une agence OFM, ça tourne, bam, 20K par mois, terminé. Franchement, c'est relativement simple, tu vois. Et puis avec votre cerveau de marketeur, ça vous. Franchement, c'est en fait juste, tu prends tes skills et tu les transposes à une autre industrie. C'est vraiment pas compliqué. Et puis c'est une industrie qui est très tendue. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cash. Enfin, c'est une industrie, il y a du cash de partout. C'est effarant. Néanmoins, c'est extrêmement difficile dès que tu commences à monter. Et moi, je m'en rendais pas compte. Enfin, pour moi, c'est mon associé même il m'avait dit, Manoa, ça va être du taf. Je dis, ouais, mais t'inquiète. Enfin, là, c'est bon. Là, dans 5 mois, on est lancé, Maxime, hein. Il m'a dit, ah, je suis pas sûr. Et j'aurais dû l'écouter. J'étais naïf, quoi. Et en fait, quand tu commences à construire des trucs avec de la valorisation, de la tech, etc. Non, c'est en fait, le, l'industrie du X, c'est Minecraft en mode hardcore, tu vois. C'est-à-dire que les récompenses, c'est x3, mais par contre, tu te prends deux flèches, t'es terminé, quoi. Ouais, ouais, je vois bien le truc. Et tu as réussi à aujourd'hui, tu as tout fait sur tes fonds propres ou tu as réussi à trouver des partenaires financiers dans cette industrie? Moi, un de mes gros trucs dont on parle souvent, c'est la levée de fonds. Moi, j'ai levé plusieurs fois des fonds, euh, euh, notamment avec quelqu'un que tu as cité juste avant, pour plusieurs business. Et je suis assez proche de la sphère financière, on va dire. La question que je me pose, c'est est-ce que tu as réussi à trouver des partenaires financiers et des fonds d'investissement, ou voire des fonds de VC, qui sont OK pour te suivre, ou tu as dû tout faire toi-même et dans tous les cas, tu devras toujours tout faire toi-même parce que ça va être compliqué de rentrer là-dedans. Bah, moi, j'ai un avantage, un peu un unfair advantage, c'est que j'ai Fortumedia. Donc, globalement, en fait, enfin, moi, on peut me reprocher beaucoup de trucs, mais pas d'être transparent, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai tout documenté ce que j'ai fait depuis 4-5 ans, quoi. Donc en fait, les gens m'ont suivi, ils peuvent suivre à peu près mon Stripe. Enfin, c'est quand même vachement transparent. Et du coup, aujourd'hui, tu sais, moi, j'organise un séminaire annuel, etc. J'invite toujours plein de gens, souvent même des gros entrepreneurs à mes frais. Enfin, on fait des soirées, on fait vraiment les choses bien. Et ça commence à payer parce que effectivement, lever des fonds, bah, déjà, c'est pas ma spécialité. Ensuite, les partenaires vont être très frileux à investir dans du X. Déjà, premièrement, investir du X. Deuxièmement, que ça se sache. Il y a beaucoup de choses comme ça qui jouent. Ou alors ils vont faire Vienna Holding, machin. Mais par contre, en fait, là, j'ai un réseau de business angels, mine de rien, qui est énorme. Que ce soit un réseau là à portée de WhatsApp, là, je peux lever un demi-million très facilement, mais aussi à portée de. Tu me laisses. Enfin, j'utilise Fortune Media pendant une semaine avec des reels, des machins. Je pense que je peux lever énormément. Ok, Mais bonne. jusque-là, en tout cas, j'ai fait uniquement en fonds propres. Ok, ouais. Ok, je comprends. Attends, là, ce qui est intéressant, Ah, dis-moi si t'as je dis pas des ton bêtises, micro. mais tu m'entends? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Ouais, ce qui est intéressant là, tu me dis si je dis des bêtises, mais sur la seconde partie de je peux lever des fonds rapidement parce qu'il y a Fortune Media, est-ce que tu parles de ok, je peux lever des fonds parce que je peux vite vendre de la formation en ligne, je peux vite vendre des produits, et donc je peux comme ça lever, enfin avoir du cash flow, ou est-ce que tu dis ok, vu ma visibilité, il suffit de quelques stories d'un pitch en mode ok les gars, je cherche des partenaires, des associés, enfin des investisseurs, et c'est comme ça que tu vas drainer des fonds. Pourquoi c'est intéressant? Parce que avec Alex, on met vachement en question en ce moment l'utilité future des business angels. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on assiste à un monde quand même où les personnes qui ont un média vont pouvoir, en l'espace d'une seule story, créer une sorte de viralité de ok, j'ai besoin de lever des fonds, qui veut venir avec moi? Et donc là, on vient cuter tous les incubateurs dont la promesse était on va vous aider à lever des fonds, tu vois. Bah, alors moi, c'est plus la deuxième option, c'est-à-dire que si je lève des fonds, c'est pas en B2C avec tout le monde met une petite pièce, tu vois. Parce que c'est des gens qui sont horribles. Le mec, il met 1000 balles, t'es son obligé à vie, tu vois. Non, non, c'est qu'en fait, j'ai une audience B2C qui me suit pour OnlyCash, pour l'OFM, pour faire de la thune rapidement, voilà, avec un business à cash flow. Mais je sais que j'ai aussi une audience qui est beaucoup plus silencieuse, d'ailleurs, très souvent, de gens qui me regardent pour ce que je fais. En mode, c'est intéressant ce qu'il fait, quoi. Je pense, bon, bah, Luc, toi, je sais que tu me suivais un petit peu.
je pense que tu fais partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire des gens beaucoup plus silencieux, en mode B2B, qui regardent en mode ah c'est intéressant, ok je pioche deux trois trucs, etc. Et en fait ça oui tu peux les stimuler ces gens-là en disant bah en fait j'ai besoin de mecs smart dans l'idéal, ou en tout cas de mecs qui ont des fonds à mettre, paf, ticket d'entrée minimum 25-50K, et oui là je peux lever beaucoup en fait. Et vu que j'ai tout fait de manière C'est dingue. transparente et que moi j'ai mon track record qui est public, et ça très peu d'entrepreneurs l'ont, c'est que si tu remontes mes stories à la une, tu peux faire limite une addition de mes paiements pour calculer mon CA total, tu vois. Et ça, il y a peu d'entrepreneurs qui l'ont, c'est que j'ai des stories à la une qui datent de 2018-2019. Avec des paiements, avec les projets que j'ai lancés, avec des affirmations que j'ai faites de dans 2 ans il y aura ça, dans machin il y aura ça. Et en fait ça met vachement de confiance mine de rien. Ouais, c'est dingue ce que tu dis. Parce qu'il y a AngelList, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme qui fait des centaines de millions, qui est valorisée des milliards, avec une feature principale, où en gros la promesse c'est de dire on met en relation des startups avec des mecs qui peuvent les financer. C'est leur feature principale, ils ont posé d'autres choses en plus, mais c'est leur feature principale. Et pour ça, ils price super cher. Ils prennent des commissions de dingue, il y a en plus des fixes. Bref, c'est un gros business, ça marche super bien. Et les gens sont prêts à payer très cher pour y avoir accès. Et en fait, on arrive à une époque où des influenceurs B2B, sans tech, sans forcément de légitimité initiale, peuvent faire les intermédiaires et venir concurrencer des mecs qui sont là depuis hyper longtemps. Juste parce qu'il y a la visibilité auprès de personnes qui sont smart. Et donc ça vient rabattre tout un tas de cartes parce que, bon, c'est pas ce vers quoi tu pars, tu vois. Mais demain, vu ce que tu nous dis, vu les personnes qui te suivent, tu peux très bien avoir une sorte de business model de ok, je vous mets en relation avec des personnes qui peuvent investir chez vous, juste en vous partageant en story, en newsletter ou même sur mon canal Telegram, et en échange, je viens prendre un petit pourcentage. Mec, tu pourrais même faire pire que ça. Bah, on est déjà dans la partie idée là, mais ce que tu me Vas-y. dis, si tu veux, si tu veux, on le fait ensemble. Mais regarde, si vraiment tu as cette capacité-là, tu montes un fonds de VC pour les mecs qui veulent être exposés à un véhicule financier, et toi, tu prends le risque d'aller investir dans le X. Eux, ils ont investi dans Oui, privateequity.com, bien si sûr, tu ouais. veux. Et donc, bon, bah, sur la fiche d'impôt, bah, ils sont privateequity.com, hein, c'est un fonds, pas de problème, tu vois, c'est un truc carré. Et toi, parce que tu as la connaissance de l'industrie d'un côté, la capacité d'amener les fonds de l'autre côté, enfin, d'appeler les fonds en tout cas, bah, mec, tu as monté un fonds de VC, ou tu as monté un SPV, ou peu importe la méthode que tu choisis, mais tu as monté le truc. Et toi, par contre, tu as l'œil pour aller trouver les meilleurs business et tu as l'espèce d'expérience dont tu nous as parlé juste avant de ouais, mais ça va partir en couille, il va se faire stopper pour telle raison. Là où des BA, à aucun moment, si tu es un BA, moi encore une fois, je viens de l'IMO, demain tu me mets dans ton industrie. Ouais, Le côté marketing, peut-être, mais par contre, le côté régulatoire, ciao. Le côté qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, probablement ciao. Et puis le côté comment on s'organise, déploiement, ciao aussi, tu vois. ouais, bah, enfin, moi, par exemple, j'ai pu spot un concurrent qui a essayé de faire comme moi, c'est-à-dire créer une plateforme. Bah, j'ai vu ses commissions, j'en ai déduit que c'était forcément via Stripe. Bon, bah, t'es sûr que dans 2 semaines, il n'existe plus. Et qu'il est banni de Stripe en plus. Ouais, évidemment. Ouais. Mais tu Et vois, ce c'est quoi? modèle, Vas-y, pardon. ce modèle, et je finirai juste sur ça, mais finalement, il n'est pas nouveau sur le marché anglophone. Tu as des Sile Bloom, ou même il y a 21 Podcast, je crois, qui finalement ont exactement ce modèle-là. Sile Bloom, il a une communauté Ah, de millions de 20 personnes VC. qui. 20 VC, pardon. Ouais. Sile Bloom, il est suivi par des millions de personnes, et son business principal, c'est ok, je fais l'intermédiaire. Et c'est dingue aujourd'hui, voilà, c'est juste des influenceurs qui viennent faire les intermédiaires et qui d'un coup, en leur nom propre presque, deviennent fonds de VC en prenant des parts dans une multitude de projets ou en prenant des pourcentages sur les levées de fonds. Bah, moi, j'ai toujours été le middleman, en fait. C'est la stratégie middleman, c'est-à-dire, bah, il y avait la connaissance, il y avait un public, bah, je me mettais entre les deux avec une formation. Après, il y avait donc les users, les modèles. Bah, moi, je me mets entre les deux avec une agence.
Et puis après, je me suis dit, bon, bah, une agence, ça se valorise pas. Et puis, en termes d'humains à gérer, c'est complexe. Bon, bah, on fait une plateforme. Et en fait, j'ai toujours été le middleman. Même lorsque j'ai commencé avec Mime, moi, j'ai fait beaucoup d'affiliations avec eux. Bah, j'ai découvert que Mime avait un programme d'affiliation à 2 étages. C'est là où ça devient intéressant. Euh, Il y avait des mecs de mon audience qui pourraient être intéressés à l'idée de recruter des modèles et de prendre 10% de leurs revenus, $1 à vie, $1 pour la modèle et à vie en termes de versement. Et en fait, moi, si je recrutais les mecs de mon audience qui ensuite allaient démarcher des modèles, je prenais 5% de toutes les modèles qui allaient être recrutées. Et j'ai fait ça, et c'est tout con, mais j'ai fait ça sur une micro-entreprise à côté, tranquille. Ça m'a pris 2 jours, quelques emails, quelques contenus Telegram, et ça m'a rapporté, je crois, 55 000 euros au total, et ça me verse encore aujourd'hui 4 000 euros par mois, quoi. Donc le truc du middleman, en fait, moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en mode, non, mais moi, je veux pas être juste un intermédiaire. Bah, tu vois, c'est la stratégie de con, c'est en mode, non, mais moi, je vaux plus que ça, moi, le machin. Mais ta gueule, tu vois, genre, juste sois un très bon intermédiaire et tu vas gagner énormément, tu vois. Ouais, mais c'est clair. D'ailleurs, je crois que c'était un podcast où il y avait Yann Darwin ou Sama et tout ça qui disaient si ils ont demandé à X milliardaires qu'est-ce qu'ils feraient s'ils devaient recommencer. Et ils ont dit Oui, avant de se lancer dans des trucs compliqués, premier truc que je fais, je me mets en intermédiaire sur une grosse, où il y a du volume, grosse transac, et je tabasse ça pendant la première année. Tu vois. Et après, on voit. bah ouais, Mais il n'y a rien de plus simple. Il y a toujours c'est deux tout. mecs qui ont besoin d'un côté et de l'autre, tu vois, d'avoir de la presta, quoi. Enfin, de la presta, de mise en relation. Bah voilà, moi je sais que ce que j'ai affilié, ça génère 120K TTC par mois chez Mime. Bon bah je prends 5% de ça, hop, ça fait 2 ans que je prends 5% de ça. Mais c'est tout con, mais c'est full Ouais, clairement. passif. En plus c'était à vie à l'époque. Hop. Et aujourd'hui, vu que tu es hyper transparent sur les chiffres, sur la partie juste industrie, on va dire pour adultes, c'est quoi ton CA depuis le début? En cumulé, on va dire. Ouf. Si on prend tout, infoproduits, agence, Ouais, affiliation, etc. ton CA global, si tu avais un groupe organisé comme tu vois une holding avec tous les trucs en dessous, comment ça fonctionne? Enfin, combien ça Euh, ramène? donc alors pas de CA dont je suis responsable, du CA qui est venu sur mes entités juridiques à moi. Ouais, à toi, ouais, à toi. Attends, mais du coup, on compte quoi? Je suis désolé, voilà, non, mais on est précis sur les chiffres, du coup, Ah bah enfin, non, non, ça me fait plaisir que tu poses justement ces questions. On parle du CA. Admettons que tu es une holding avec X activités en dessous. Si tu as 10% de l'activité, bah, on compte 10% du CA qui est rentré dans ce truc-là, tu vois. Donc en gros, ton ok. CA qui est représenté par toi. Je pense que si on compte le CA d'entité que je détiens à 100% depuis 1 an et demi, je pense que ça doit être du 600K hors taxe de ce que je détiens, moi, à Ok. 100%. Donc Et ça si compte on pas les compte, agences dans lesquelles j'ai des parts, etc. Ça compte pas le CA que j'ai généré, on parle bien en hors sûr, taxe, etc. hein. ouais. Et si on compte le CA global généré par toutes tes activités? La somme, même si tu en détiens que 1%, c'est pas le sujet. Disons Ah là, tout. mais Attends, ouais, juste dans l'industrie ouais. adulte, ça se compte en plusieurs millions. Je sais pas exactement parce que c'est difficilement traquable, mais enfin déjà, il y a ce qu'on a encaissé, enfin les agents lesquels j'ai des parts des machins. Faut rajouter la commission qui a été prise de Mime et OnlyFans. Faut rajouter à ça la TVA. Enfin en fait, ça va très Ouais. vite. Juste avec ça, Ouais. ça se compte, je pense, je sais pas, je dirais à la louche 3 4 millions. Ok. Et ça avec une équipe de combien? Ah très peu, enfin très peu si on parle Ouais. enfin on va pas compter les chatters parce que sinon là on est 200, tu vois, mais de Ouais. partenaires 4-5. Ouais, ouais, c'est incroyable. Enfin, c'est ce que je veux dire. En fait, alors, par mes questions, ce que j'essayais de comprendre derrière, c'était quel était un peu le ratio CA généré, personne engagée, tu vois. Enfin, quand je dis engagé, c'est engagé, pas engagé au sens CDI, mais engagé au sens Ouais, bien sûr, ouais. connecté au projet, tu vois. Et c'est hyper important parce que moi, quand j'analyse une industrie, tu vois, quand je me dis est-ce que je fais un investissement ou pas, je regarde toujours est-ce que le ratio personne qui travaille, CA généré est bon. Alors tu vas me dire c'est un ratio à la con, il ne veut rien dire par rapport au business que tu es en train de regarder. En effet, mais déjà ça me permet de comparer le business en question par rapport à l'industrie. Donc est-ce qu'il a un bon, si j'investis 1 euro, 7 euros, combien il me rapporte, entre guillemets, enfin combien il va régénérer. Et est-ce qu'il y a du gras à faire, parce qu'il y a plein d'industries avec des super boîtes, genre je pense à... Ce matin, je discutais avec un pote de Gorillaz, tu sais, les trucs de livraison à la maison. C'est Ouais. génial, ça a été valorisé 2, 3, 4 milliards. Génial, mais en fait, la réalité, c'est que tu dois embaucher 100 000 mecs pour Et faire voilà, 1 hein. euro un euro de marge, tu vois. Donc, à un moment, le truc marche pas. Enfin, t'as intérêt à rentrer sortir rapidement, quoi.
D'ailleurs, ça a mal fini. Ouais, bah oui. Voilà, voilà. Est-ce que tu peux décomposer un peu le business OnlyFans, le business model que tu comptes mettre en place avec Demoiselle? Moi, ça m'intéresse de connaître le business model de ce type de boîte, de connaître les chiffres de CA générés par tous les modèles et ce qui, in fine, arrive dans la poche de ces structures. Et derrière, pourquoi pas aussi des prévisions sur ton projet. Tu parlais de revente, tu parlais de valorisation, business à valo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, alors c'est un peu la question que m'a demandé le processeur de paiement, quoi, en mode, mais vous prévoyez de faire combien, monsieur Labranche? Je fais, mais en fait, c'est du B2B. Donc, si tu veux, en fait, on signe une modèle, ça quadruple nos prévisions, en fait, si tu veux. Donc, très complexe. Alors, si tu veux que je décompose, en gros, ce qui se passe lorsqu'une modèle génère du chiffre, hein, le compte OF génère du chiffre, bon, bah, tu as 100 euros hors taxe, tu as les 20 euros de TVA qui partent à l'État, évidemment. Ensuite, donc, ça arrive les 100 euros sur Mime OnlyFans. Là, tu as entre 20 et 25% de commissions qui partent à la plateforme, selon si c'est Mime, OnlyFans, selon si c'est un pourboire, un abonnement, etc. Donc, il reste, allez, on va dire 75 euros, enfin, 80 euros. À prendre le cas d'OnlyFans, il reste 80 euros. Généralement, le contrat qui va être mis en place, c'est 50-50. Donc là, en fait, ces 80 euros, ils arrivent, si le montage fiscal est bon, ils arrivent sur le compte de la société, soit de la modèle, soit de l'agence. Ça dépend des cas, ça dépend des contrats. Et ensuite, il y a un virement qui est fait, quoi. Donc la modèle, bah, elle va garder ses 40% parce qu'elle a aucun frais pour le coup. Et par contre, enfin, c'est 40 points du coup. Et l'agence, sur les 40 points, elle va sûrement perdre 15 points en frais de plugin, frais de VA, Virtual Assistance, frais de chatter, etc. Et elle va garder ses 25 points. Oui, 25. Oui, 25 points restants. Donc, en gros, je parlais plus en termes de plateforme, mais c'était hyper intéressant. En gros, si on se positionne pour la plateforme OnlyFans ou Demoiselle, sur 100 balles générées par une modèle, la plateforme, elle va choper 16 euros, 16, 20, 25 euros max, quoi. Sur combien, tu m'as dit? Sur 100 balles générées par une modèle. Bah, sur 100 balles hors taxe, la plateforme, elle prend 20, Ouais. quoi, ouais. Ouais. Ouais, j'avais déduit la TVA. Ok. Et derrière, j'imagine qu'une bonne partie, et en plus, c'est à mon avis le business model que tu vas mettre en place, ça va être pas mal d'affiliation. L'affiliation derrière, c'est quoi? C'est 40% aux affiliés? Attends, 40% de quoi? Je dis des bêtises, pardon. C'est 10% que. Parce que, Excuse-moi, j'avais le parce que modèle je de dis la 40%, ça produit. fait quand même pas mal. Non, non, je parle de 40% des revenus qui arrivent in fine dans la poche de la tech. Bah écoute, Mims, quand ils prennent 25%, il y a 10% qui vont à l'affilié déjà, enfin 10 Ok, points. 10%. Et avant, ils avaient l'affiliation à 2 étages, donc tu avais aussi 5 points qui allaient à celui qui avait recruté l'affilié. Donc en fait, ils faisaient 10% de marge, et il y avait des frais de processeur, donc ouais, ils faisaient quelques euros de marge, quoi. Parce que pareil, Ok, Mime, donc quand ils se sont vraiment. lancés, ils l'ont dit eux-mêmes, ils avaient 13% de frais de processeur. Voilà. Ah oui, mais c'est voilà. Mais c'était à l'époque aussi. Il y avait personne en fait. Mime, ils ont creusé le chemin. On leur doit ça aussi, hein. Ils ont fait connaître l'industrie et ils ont Ouais. bataillé avec les processeurs pour avoir des prix acceptables. Mais oui, au début, ils avaient 12% du hors taxe. Amuse-toi. Ah ouais, c'est pas drôle, Ouais. hein. Donc x6 les frais de Stripe. Voilà. Ça. Putain. Et en plus, sur Ok. Stripe, je crois ils prennent une commission supplémentaire ou un fixe supplémentaire avec les abonnements. Je sais pas si c'est compris dans ces Possible, oui. 13% ou pas. Donc, ils Possible, oui. remettent un coup de massue derrière. Bah, en fait, globalement, un processeur, tu payes pour chaque features. Globalement, un processeur, en fait, la moindre features que tu rajoutes, que tu leur demandes, ce sera facturé d'une manière ou d'une autre. Genre, par exemple, tu peux payer des frais supplémentaires pour que lorsque tu as un chargeback ou un litige, ça n'arrive pas jusqu'à Visa Mastercard et qu'en fait, on le capte entre-temps. Parce que Visa Mastercard ont des quotas très stricts. Et un bon processeur, par exemple, il va dire, bah, écoutez, s'il y a un litige, une réclamation, nous, on peut le capter avant et le gérer. Comme ça, vous ne serez pas ban de Visa Mastercard et comme ça, vous avez le temps de rembourser. Par contre, sur ce remboursement, on va prendre un frais supplémentaire.
Mais c'est comme les fameux frais de dossier Stripe, si vous en avez déjà eu. Il y a un litige, ils te prennent 35 balles. Voilà, voilà, comme ça c'est clair. Hmm. Ok. Je te propose d'enchaîner à part si Alex a des questions. Non, non, vas-y, tu peux y aller. Et si on revient un peu sur l'industrie du X dans son ensemble, est-ce qu'il y a des pépites business, des idées business où tu te dis, ok, là il y a vraiment un truc, là il y a vraiment un marché, ou alors des business comme ça qui ont été lancés sur le marché anglophone, encore totalement disponibles sur le marché francophone, que tu aurais pu Dans l'industrie lancer du si tu n'avais X pas ou été focus de... dans l'industrie du X, ouais. Dans son ensemble. Donc ça peut être OnlyFans, ou alors ça peut être des trucs plus larges, enfin des trucs adultes. Est-ce que, voilà, je sais pas si tu as une, trois idées comme ça que tu peux partager. Ouais, bah, après, c'est compliqué parce que ça demande vraiment de la tech, etc. Mais tu as tout ce qui est Livecam, donc Live Jasmine, etc., qui rapporte beaucoup. Là, voilà, on parlait d'industrie à la hausse, enfin, en croissance, tout ce qui est lié à la VR, ça va exploser. Moi, je suis pas fan du tout de tout ce qui est lié au Web3, etc. Parce qu'en fait, c'est pareil. Moi, je suis allé à une soirée crypto l'autre soir. On m'a dit, mec, tu devrais trop rajouter du Web3 dans ta plateforme, ce serait fou. Et je fais OK, mais pourquoi? Mais parce que, mec, sur la blockchain, en fait, ça va être affiché, genre c'est infalsifiable. Et puis comme ça sera marqué à vie dans la blockchain. Donc, tu es en train de me dire que là, ce pourquoi je devrais mettre du Web3, c'est que la transaction de mon client sera affichée à vie publiquement sur une transaction. Ouais, mais c'est le contraire de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire l'anonymat. Ouais, mais tu vois, c'est cool en fait. Tu vois, et en fait, les cryptos, c'est un domaine où tu as 90% d'attardés, 10% de mecs brillants, mais 90% de cons, tu vois. Genre, un mec qui fait, ouais, non, ce serait vraiment cool, mis à part ça. Je fais, mais quel intérêt pour l'utilisateur final? Non, mais je sais pas, tu vois, mais c'est cool de pouvoir payer en crypto. Je fais, ouais, ça marche, mec. Super, super. Donc, ouais, moi, j'aurais dit la VR, le live. Ça peut être super intéressant. C'est avec de l'IA, une sorte de compagnon, de compagne, de petite copine virtuelle. Parce qu'en fait, malheureusement, alors sociétalement c'est triste, mais c'est comme ça, euh, il y a une misère sexuelle énorme du côté des mecs. Et ça va finir par, en fait, ils vont soulager leurs besoins quasiment vitaux via de l'escorting, ce que je soutiens pas forcément, via du OnlyFans, via du contenu adulte, etc. Parce que là, je vois absolument pas aucun problème parce que tu fais du mal à personne. Euh, et en fait, ce qui va rester, c'est le côté affectif qui sera comblé par une sorte de compagne IA, qui comprendra d'ailleurs le mec bien mieux qu'une vraie meuf et qui lui pètera beaucoup moins les couilles. C'est selon lui, encore une fois, tu vois. Donc en fait, il va se dire, mais pourquoi j'ai besoin d'une vraie meuf? Parce que ma meuf IA, elle me comprend mieux, elle est vraiment là pour moi, elle va pas me tromper. Et en fait, si j'ai des envies sexuelles, bah il y a ces produits sur le marché. Je parle en son nom, attention. Et c'est hyper drôle ce que tu dis, parce que pour la première fois de ma vie, euh, j'ai une amie qui s'est mise à parler à ChatGPT comme si c'était un de ses potes. Bah ça a notamment été lancé par Snap IA. Ouais, Snap IA aujourd'hui, pour ceux qui sont pas forcément sur cette application, il y a un pin, il y a une pin conversation où en fait c'est un mec IA à qui tu peux écrire sur Snap comme si c'était ton pote, quoi, et qui va te répondre, ouais. etc. Donc ça m'étonne pas forcément. Et en fait, d'un côté il y a une misère sexuelle énorme chez les hommes, de l'autre côté il y a une misère affective et amoureuse chez les femmes. Bon, les hommes l'ont aussi, mais ça elles s'en rendent pas compte, tu vois. Et du coup, en fait, les deux n'arrivent plus à se parler et en fait vont se bypass mutuellement, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a un discours très masculiniste à la Andrew Tate du côté des mecs et un discours très non mais en fait on est des free girls, unpowered, machin, et puis les mecs c'est tous des violeurs. Donc en fait on a deux extrêmes qui vont faire en sorte que les deux sexes vont continuellement se faire la guerre, mais la nature fait que ils ont besoin l'un de l'autre, malheureusement, et ils vont essayer de combler ça via de l'IA, du OnlyFans, etc. Alors du coup, à ce sujet, quasi philosophique, j'ai une question. Moi, je trouve que sur notamment OnlyFans, mais c'est vrai sur l'industrie au global, il y a deux grandes catégories, je trouve, qui s'affrontent en ce moment. Une qui dit OnlyFans, c'est vachement bien parce que ça permet aux femmes de s'exprimer, de monétiser un actif
qu'elles ont. Enfin, tu vois, et en gros, c'est empowering. Et il y a d'autres gens qui te disent, mais non, c'est de la proxénétisme moderne, enfin, c'est du proxénétisme moderne, pardon, enfin, Alors, je t'entends pas, je sais pas si c'est moi. Ah, pardon, il y a eu 2 secondes où je t'ai pas entendu. il y a eu un petit problème. Euh, donc d'un côté, empowering, de l'autre côté, proxénétisme moderne. Qu'est-ce que toi, qui es dans l'industrie, qui la voit, qui la côtoie tous les jours, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, moi, je pense que c'est un marché où les seuls qui gueulent sont ceux qui n'en font pas partie, c'est-à-dire que les clients sont contents d'avoir ce qu'ils veulent, les femmes sont contentes de gagner beaucoup en travaillant très très peu, et les agences sont contentes de faire de la thune sur un marché qui jusqu'alors leur était interdit. Donc en fait, on est sur un marché, et puis la plateforme évidemment est contente parce qu'elle prend sa com, et la France est contente de prendre ses recettes fiscales. Donc en fait, je vois pas qui dans l'équation n'est pas content. Surtout quand tu es en France et qu'il y a quand même, on dit ce qu'on veut de la France, hein, mais il y a un cadre juridique qui est génial. On va pas se mentir. C'est chiant, hein, ça fait plaisir à personne. Mais au moins, une fois que c'est établi, il y a des règles, il y a des trucs, c'est strict, c'est bien, ça permet de se développer sur un socle solide. Donc en fait, l'État est content, l'agence est contente, la modèle est contente, le client est content, la plateforme est contente. Donc ça emmerde qui? Ça emmerde le mec sur Insta qui se dit ah mais en fait il y a des mecs qui payent pour ça, ah mais la modèle elle se prostitue, ah mais machin, ah mais machin. Donc en fait ça n'emmerde nullement ceux qui participent à ce marché. Donc si tu veux que Michel, Pierre, Paul, Jacques, Martine se disent ah mais c'est de la prostitution, c'est pas bien, eh bien c'est ton droit le plus strict de penser ça. Moi ce n'est pas mon avis parce que le proxénétisme c'est quand même un mec qui dit ouais je te protège et tu me donnes 80%. Enfin tu vois c'est injustifié, c'est de l'extorsion. Tu vois, la modèle n'a pas le choix. OnlyFans, bah déjà, c'est pas de la prostitution. Ensuite, il y a un cadre juridique contractuel. Et en plus, derrière, l'agence permet à la modèle de gagner 4 fois plus en bossant 3 fois moins. Donc ça va, on a vu pire comme extorsion, quoi. Ok, non mais super réponse. D'ailleurs, tu me fais marrer parce que j'avais vu une vidéo de toi. Je crois que je t'avais découvert avec cette vidéo où tu disais, où tu as dit un truc bien, c'était la France, c'est quand même finalement un super cadre. Et partir à Dubaï, c'est pas toujours une bonne idée. Tu avais une vidéo où tu comparais Dubaï et la France et tu disais le seul truc chiant, c'est de pas pouvoir sortir dans la rue sans avoir de problème, en gros. Oui, c'est difficile d'optimiser le fait de pas se faire découper dans la rue, quoi. Exactement. J'ai beaucoup, enfin si, je sais pas, si les gens du podcast veulent Pas peu aller voir fier. cette vidéo, je la trouvais Pas très peu cool. fier pas peu fier de cette phrase. Ok. Luc, je sais pas si tu as des dernières questions, parce qu'on va arriver proche du train. Ouais, non, écoute, trop hyper intéressant. Hyper cool, on a bien parlé de chiffres. Je pense que ça va vachement intéresser. Et puis, ouais, t'as l'air passionné et surtout de bien connaître ton marché, de bien connaître l'angle par lequel tu attaques ce marché. Bah, ça fait 2 ans que je me le bouffe matin, midi et soir, donc ça serait inquiétant que je le connaisse pas, quoi. Là, ça, Non, mais écoute, ouais, moi, hyper intéressant comme podcast. Ravi si un jour, je pense que tu veux repasser dans quelques mois pour qu'on se fasse une update sur comment le marché a évolué. Parce que ouais, bah, moi, carrément, bah, Ça surtout évolue que ou pas? la Tu plateforme sera avances? sortie d'ici là, quoi. Donc Ok, ça sera intéressant. ok, ok, ouais. Donc là, elle sort quand la plateforme? Bah là, on est en train c'est ce que je disais dans un vocal que j'ai envoyé cette nuit à mon canal Telegram, c'est là, en fait, on préfère prendre un petit mois de retard et tester tout parce que c'est une industrie où tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si on démarre en grande pompe et qu'il y a le moindre problème de bug, de processeur, de conneries, de machin, on a perdu la confiance des agences, des modèles, où ils vont se dire, ah bah en fait, vous êtes comme les autres, quoi. Ça bug, ça marche pas, c'est codé avec le cul, etc. Donc, on préfère prendre ce petit mois de test. Et normalement, fin avril, c'est bon, quoi. Mais on se laisse encore un petit peu de temps, juste pour s'assurer que tout marche bien, qu'il n'y ait pas de conneries qu'on n'ait pas vu venir, etc. ok. Bah écoute, Cool. good luck pour le lancement. Ouais. Ouais, Euh, merci beaucoup. et ouais, je serais ravi d'avoir le follow-up là-dessus. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des complexités? Est-ce que c'est mieux que prévu? Un Je grand pense qu'on plaisir. sera ravis.